Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour le troisième objectif du chapitre 4 portant sur le chômage. Comprendre que les problèmes d'appareillement, friction, inadéquation spatiale et inadéquation de qualification, et les asymétries d'information, salaire d'efficience, sont des sources de chômage structurel. Nous avons vu précédemment dans l'objectif 2 que les institutions, en particulier l'existence d'un salaire minimum et le code du travail, pouvaient générer du chômage structurel. Maintenant, nous allons voir deux autres éléments qui permettent de générer du chômage structurel. Le chômage structurel, comme on l'a dit, on va le rappeler, c'est la partie du chômage qui ne résulte pas des variations de l'activité économique. Il est lié au fonctionnement du marché du travail. Le chômage structurel est lié à l'ensemble des règles, à l'ensemble des normes qui sont induites dans le marché du travail. Les problèmes d'appareillement. Il va y avoir trois grandes parties aux problèmes d'appareillement. Le problème, il faut que je lise quand même un peu avant. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'objectif 3 du chapitre 4 portant sur le chômage. Comprendre que les problèmes d'appareillement, friction, inadéquation spatiale et inadéquation de qualification, et les asymétries d'information, salaire d'efficience, sont des sources de chômage structurel. Donc ici, dans cet objectif, premièrement, on a beaucoup de mots compliqués. Appareillement, friction, inadéquation, salaire d'efficience, asymétrie d'information, etc. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ensemble pour l'objectif 3 du chapitre 4 portant sur le chômage. Comprendre que les problèmes d'appareillement, friction, inadéquation spatiale, inadéquation de qualification, et les asymétries d'information, salaire d'efficience, sont des sources de chômage structurel. Nous avons vu dans l'objectif 2 que l'existence d'un salaire minimum et le code du travail peuvent générer du chômage structurel. Maintenant, nous allons voir deux grandes hautes catégories qui peuvent également générer du chômage structurel. Alors attention, on le voit dans l'énoncé de l'objectif 3, beaucoup de mots assez compliqués qu'on va définir ensemble. Qu'est-ce qu'une friction? Qu'est-ce qu'un problème d'appareillement? Qu'est-ce qu'un salaire d'efficience? Qu'est-ce qu'une asymétrie d'information? Le chômage structurel, je vous le rappelle, il est lié directement au fonctionnement du marché du travail. Le chômage, le fonctionnement du marché du travail, l'ensemble de ces règles, l'ensemble de ces mécanismes, va générer du chômage structurel. Les problèmes d'appareillement. Un problème d'appareillement, c'est une inadéquation entre l'offre et la demande. La première inadéquation possible, c'est l'inadéquation entre les qualifications offertes par les travailleurs et les qualifications demandées par les entreprises. Il y a certains travailleurs qui sont au chômage. Il y a certaines entreprises qui cherchent à recruter. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait que les travailleurs qui cherchent du travail ne vont pas travailler dans les entreprises? Eh bien parce qu'ils n'ont pas les bonnes qualifications. Il y a par exemple certains secteurs dans lesquels il y a trop de travailleurs et pas assez de postes disponibles. Par exemple, en psychologie, beaucoup de diplômés de psychologie n'arrivent pas à trouver un emploi parce que les entreprises n'embauchent pas assez de psychologues. Exemple, il y a 100 chômeurs qui ont un bac plus 5 en psychologie qui cherchent à être psychologues et il n'y a que 20 postes disponibles parmi les entreprises. Donc 80 ne pourront pas trouver de travail et seront au chômage de fait. Autre exemple dans l'autre sens, un métier comme ingénieur informaticien, les entreprises ont du mal à recruter. Les entreprises ont du mal à recruter les ingénieurs en informatique parce qu'elles sont très demandeurs de ce genre de profil et il n'y en a pas assez sur le marché du travail. On va reprendre l'exemple chiffré assez basique. S'il y a 100 postes disponibles d'ingénieurs informaticiens, les entreprises cherchent à recruter 100 ingénieurs informaticiens, mais qu'il n'y en a que 70 qui ont le diplôme possible, et ben, il y en a 30 que les entreprises souhaitent embaucher, mais qu'ils ne pourront pas embaucher. Et ça génère forcément du chômage. Parce que l'idéal, ce serait que tous les chômeurs et tous les postes vacants soient mis en relation. Donc chaque chômeur puisse occuper un poste vacant pour baisser au maximum le chômage.
Deuxième problème d'appareillement, c'est une inadéquation spatiale. Les postes peuvent être proposés loin du domicile du chômeur. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, serveur. Je suis au chômage, je cherche un poste de serveur. J'habite à Paris. Je trouve un poste de serveur. Il y a un bar qui cherche à recruter un serveur. Ce bar est à Marseille. Bon, c'est difficile pour moi de quitter ma famille, mes amis, mon train de vie pour aller vivre à Marseille. Ça, c'est une adéquation spatiale. Le poste à pourvoir n'est pas du tout géographiquement proche du chômeur. Et enfin, troisième élément, le chômage frictionnel. Il correspond au temps durant lequel l'individu va rester au chômage entre deux emplois. Cette théorie s'appelle la théorie du job search. Un individu qui va tomber au chômage, il ne connaît pas, a priori, l'ensemble des offres d'emploi disponibles. Donc il va commencer à chercher un emploi. Au bout d'une semaine, il trouve un emploi. Il a deux possibilités. Soit accepter cet emploi et donc se remettre à travailler, soit continuer à chercher. Pourquoi il continuera à chercher? Parce que comme il ne connaît pas toutes les offres d'emploi, il va se dire, mais si je continue à chercher, peut-être que je vais pouvoir trouver mieux ailleurs. Trouver mieux, ça signifie un emploi qui me plaît plus, un emploi plus proche de chez moi, un emploi mieux rémunéré, etc. Donc, le travailleur qui est devenu chômeur va continuer sa recherche de travail. S'il avait accepté le premier emploi, il serait resté au chômage qu'une semaine. Mais peut-être qu'il va chercher une deuxième semaine, puis une troisième semaine, puis une quatrième semaine. Et au lieu de ne rester au chômage qu'une semaine, il va rester au chômage un mois. Donc pendant les 3 semaines sur les 4 de mon exemple, ça fait un chômeur de plus. Et évidemment, plus le montant et plus la durée de l'indemnité chômage est élevée, et plus ce chômage frictionnel est important. Deuxième élément, les problèmes d'asymétrie d'information. Alors, une asymétrie d'information, c'est une situation dans laquelle un agent économique possède une information qui est importante dans la prise de décision et que l'autre agent économique ne possède pas. Donc la relation va être un petit peu biaisée d'une certaine manière. Sur le marché du travail, il existe une asymétrie d'information au profit du salarié, car l'employeur ne connaît pas a priori, c'est-à-dire avant d'embaucher le salarié, les motivations réelles du salarié. Le salarié peut dire oui, je suis bilingue, je suis très motivé pour travailler. L'employeur dit bon bah d'accord, c'est marqué sur son CV. Et une fois qu'il l'a embauché, il se rend compte que le salarié il parle pas très bien anglais et que le salarié il est pas très motivé, il arrive un petit peu en retard, il se fait des pauses de 30 minutes assez régulièrement, etc., etc. Pour lutter contre cette asymétrie d'information, l'employeur il aurait une solution, ce serait de contrôler le travail du salarié. Mais le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Et même s'il le fait, le salarié pourra toujours mettre en place des stratégies pour essayer d'échapper à ce contrôle, échapper à la vigilance de l'employeur. Donc l'employeur, il va proposer une autre solution. Il va verser ce qu'on appelle un salaire d'efficience. Un salaire d'efficience, c'est un salaire supérieur au salaire d'équilibre. Le travailleur, avec ses compétences, avec son expérience, vaut 2500 € sur le marché du travail. Il peut prétendre à gagner 2500 € par mois sur le marché du travail. L'employeur va dire, écoute, je t'embauche 3000 € par mois. Pourquoi l'employeur aurait intérêt à payer 500 € de plus? Eh bien tout simplement parce que le salarié, il sait que si jamais il n'est pas entièrement productif, s'il ne travaille pas au maximum de sa productivité, s'il fait preuve de fainéantise, il peut se faire virer et s'il se fait licencier, il ne retrouvera jamais un emploi aussi bien payé. Donc finalement, il a un coût d'opportunité assez élevé puisqu'il est payé 3000 mais il vaut que 2500. Donc s'il est viré et qu'il retrouve un travail un mois plus tard, il sera payé que 2500 €. Donc ça, c'est une stratégie intéressante pour les employeurs à mettre en place, verser un salaire d'efficience. Le problème, c'est qu'individuellement, chaque entreprise aurait intérêt à le faire. Mais si collectivement, toutes les entreprises le font, le salaire d'efficience va augmenter et va se retrouver au-dessus du salaire d'équilibre. Ce qui fait que tous les travailleurs qui ont une productivité inférieure au salaire moyen, mais supérieure au salaire d'équilibre, ne pourront pas être embauchés alors qu'elles auraient pu être embauchées avant l'existence du salaire d'efficience. Puisque, pour le dire autrement, comme toutes les entreprises ou la plupart des entreprises vont verser un salaire d'efficience, le salaire moyen va augmenter. Donc imaginons le salaire d'équilibre était à 2500 €, le salaire moyen se retrouve à 3000 €.
L'employé qui a une productivité de 2700 euros, bah, il ne pourra pas se faire embaucher puisque les entreprises payent 3000 euros pour ça. Par contre, si ça n'existait pas, il serait embauché puisque le salaire d'équilibre est à 2500 euros. Il produit 2700 euros de richesse et il ramène 200 euros par mois à l'entreprise.